pratiquaient une polygamie hiérarchisée, c'est-à-dire qu'ils avaient des épouses principales, des épouses secondaires, des concubines, et qu'on intégrait éventuellement les bâtards dans la parenté, ou même engager des mariages entre consanguins proches. Et c'est la Révolution et la loi de 1791 qui ont fait du mariage, en fait, un simple contrat civil. Le droit matrimonial lui-même a évolué. Effectivement, depuis 1985, les deux époux sont égaux devant la loi, et depuis 2004, les enfants, légitimes ou non, ont les mêmes droits. Ainsi, faire évoluer le contrat de mariage et ses termes n'est pas une nouveauté. Donc, pour nous, ça n'est pas un problème de faire évoluer la loi et le mariage. Permettre aux homos de se marier, je pense que quelqu'un a dit, pas tout à fait comme ça, mais c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est nier la différence des sexes. Et alors là, il nous semble, nous, absolument évident que nous ne souhaitons pas nier la différence des sexes, qu'il est clair que si le mariage est ouvert homosexuel, ça sera un mariage entre... Si je peux me permettre de vous interrompre juste sur l'histoire du mariage, il y a quand même une différence qui n'a jamais été atteinte jusqu'à aujourd'hui, c'est la filiation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même quelque chose de très compliqué à dissocier mariage et filiation, c'est qu'il n'y a aucune dissociation dans la loi actuelle. C'est que le mariage est là pour créer le cadre de la filiation. Et donc, en ouvrant le mariage, malgré toutes ces modifications actuelles, n'a jamais été contre le sens de la biologie et de la nature. Un enfant a besoin, pour naître, et ça ne pourra jamais être différent, d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Ça n'est pas moi, gynécologue, qui dirait le contraire. Oui, donc nous sommes d'accord. Et donc, c'est la première fois, et on a beau parler de l'histoire de l'évolution du mariage, c'est justement la question que vous posiez entre évolution et bouleversement. Jusqu'à présent, il y a eu des évolutions du mariage. Là, on nous propose un bouleversement du mariage, mais on nous propose un bouleversement de la société et une négation de l'anthropologie humaine. Ah, okay. Juste, je vais proposer à Nicolas un bouleversement qui serait éventuellement celui du débat dans la forme où il est prévu, parce qu'il est impossible, apparemment, d'aborder juste le mariage sans aborder la filiation, et je pense qu'il faut qu'on puisse se répondre aux différentes choses au fur et à mesure. Effectivement, mais on aurait souhaité effectivement pouvoir aborder le sujet d'une union civile qui n'est... Attends, je vais régler le problème, excusez-moi, maître. Écoutez, il y a quand même un truc très simple à faire. Si vous ne voulez pas parler de filiation, vous ne parlez pas de mariage. Voilà. Alors on va l'appeler union civile. Voilà. Et on sera entre amoureux et qui veulent organiser leur vie. Non, mais on peut bien parler de filiation, seulement il était prévu qu'on en parlait après. Donc on va en parler en même temps. Sur union civile et enlevons le mot mariage. Et voilà. Et c'est terminé. C'est pour ça. C'est bien pour ça que nous avions mentionné le mariage en tant qu'union civile. Voilà. On peut modifier le... Bon. Oui, je dis, on peut modifier, puisque le débat s'engage autrement, je pense qu'on peut effectivement modifier l'ordre du débat. Allez-y. Égalité totale de droit, c'est-à-dire un mariage. Donc, effectivement... Mais donc une filiation et on arrive. Si c'est l'égalité totale du droit. Quand vous parlez de la filiation et de la façon dont vous parlez de la filiation, où situez-vous les gens, les couples, donc mariés, tout ce qu'il y a de plus légalement actuellement, qui font appel à la procréation médicale assistée, et notamment, éventuellement, avec donneur, puisqu'il peut y avoir don d'ovule, il peut y avoir don de sperme, il peut même y avoir don d'embryon. Comment vous situez-vous par rapport à cela? Il me semble, dans ce que j'entends dans votre discours, qu'il y a un gros problème sur la filiation. Ça n'arrive d'une part pas hors mariage. Actuellement, c'est illégal hors mariage, ça arrive au sein du mariage, et donc pour l'enfant qui a à naître, on ne crée pas une filiation juridique en dehors de la filiation réelle, très clairement. On ne crée pas une parenté en dehors de la symbolique et du schéma naturel. Juste une précision juridique, la procréation médicalement assistée peut être mise en œuvre hors mariage. Par contre, ce qui est peut-être reconnu... Pas hors union. C'est concubinage ou un célibataire ne peut pas, si. Ah oui, en couple. Oui, en couple. Un célibataire ne peut pas. En France, non. Oui, quand je dis hors mariage, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'un célibataire peut adopter, mais ne peut pas... Voilà. Un célibataire peut adopter, oui. Pas. Mais il y a une procréation médicalement assistée qui est possible pour un couple, hors mariage ou en mariage. Mais il n'y a pas la condition de mariage. Pour l'adoption, vous avez la condition de mariage,
Et d'ailleurs, ça a été c'est intéressant. Non, un célibataire peut adopter. Oui, mais je Non, veux mais dire, l'adoption mariage, mais conjointe. l'adoption conjointe par un couple homme-femme ne peut se faire qu'en mariage. Voilà, un couple hors mariage ne peut pas adopter. Et d'ailleurs, la Cour de cassation a rappelé récemment que pour elle, il n'y avait pas de discrimination dans la mesure où l'on pouvait considérer que le cadre du mariage était plus protecteur et plus sécurisant pour un projet d'adoption d'enfants. Voilà. Mais, oui. Je vais poursuivre ma réponse parce que je la vois venir tout de suite du coup. C'est le cadre de l'adoption par les célibataires qui va forcément arriver, donc je vais y répondre maintenant, comme ça ce sera fait. Il y a quand même une différence entre l'adoption par un célibataire ou l'adoption par un couple homosexuel, à mon sens. C'est qu'on ne crée pas, on n'apporte pas un parent en dehors, à nouveau, du schéma de filiation naturelle. On n'apporte pas dans un célibataire qui adopte, il y a l'altérité dans l'absence. Enfin, peut-être que le pédopsychiatre que vous êtes pourra m'appuyer ou me contredire sur cette thèse, mais je pense que l'enfant a l'altérité dans l'absence du parent manquant et on ne lui impose pas un parent en dehors du schéma de filiation naturelle. Mais enfin, pourquoi faire toujours comme si les enfants qui naîtraient forcément d'un homme et d'une femme, ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, et qui seraient donc adoptés par des couples homosexuels, devraient faire comme s'ils pensaient que leur père et leur mère, et leur mère et leur père, et qu'ils ont deux papas ou deux mamans. Ils ne sont pas complètement idiots, ces enfants, et je pense qu'ils ont droit à la vérité de leurs origines, exactement comme des enfants nés de procréation médicalement assistée. Mais comme... Oui, Alors, chère madame, je suis d'accord avec vous, ils sauront très bien qu'il y a eu un spermatozoïde quelque part, mais encore faut-il qu'il y ait un monsieur en amont du spermatozoïde, si vous comme voulez. dans la procréation médicalement assistée, madame. Oui, mais alors justement, la procréation médicalement assistée avec donneur anonyme donne lieu aujourd'hui à de graves déséquilibres chez les enfants qui sont nés comme cela. Et nous avons eu la chance d'avoir été approchés justement par ces enfants nés par PM anonyme pour dire à quel point leur vie est complètement, est déséquilibrée parce que aujourd'hui la loi est beaucoup trop rigide en France et qu'on ne peut pas savoir même si le donneur est vivant ou mort. Et ces gens ont peur de tomber amoureux et d'avoir des relations sexuelles quand ils sont adultes, parce qu'ils ont peur de coucher avec leurs frères. Et bien ça, c'est pas possible. Donc on peut pas faire de la loi qui va venir quelque chose qui va ouvrir cela à tout le monde. Mais ce sera... la possibilité de lever le secret de l'anonymat sur le donneur, il sera levé exactement de la même manière dans les couples homosexuels que dans les couples hétérosexuels. Et donc, on se retrouve exactement dans la même situation que pour l'adoption, où l'enfant, même s'il sait, et moi je n'accuse absolument pas les couples homosexuels adoptant ou ayant recours, parce que c'est déjà le cas, à une PMA à l'étranger, de dire à leur enfant, non, je t'assure, nous on est différents du schéma naturel, tu as deux pères et c'est comme ça. Il n'y a aucune accusation de la sorte de ma part. Mais il y a quand même dans l'éducation au quotidien une absence. Il y a des études qui le prouvent, par exemple dans les pays scandinaves, mais c'est peut-être plutôt de vos ressorts, mais dans les pays scandinaves, tout à fait. Ce sont les enfants, ce sont les pères qui majoritairement élèvent les enfants, si je ne me trompe pas, et les mères qui travaillent, et l'enfant, même s'il est en permanence avec son père et voit plus son père que sa mère, dans des situations de détresse, fait appel à sa mère. C'est bien qu'il y ait une différence entre un père et une mère et qu'il y a besoin de la complémentarité des deux. Laissons effectivement, le docteur Fechler va nous expliquer. Je crois que là, vous venez un peu sur mon terrain. Alors, on est passé donc clairement maintenant sur l'adoption-filiation. Et l'argument qu'on entend souvent, c'est que le couple homo peut donner beaucoup d'amour à un enfant et qu'on ne voit pas pourquoi on le priverait de donner cet amour à un enfant. Nous disons, il faut aimer un enfant, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut l'aimer de façon tout à fait structurante. Résoudre le lien parental à l'affection, c'est méconnaître justement ce lien de filiation comme vecteur psychique et formation de l'identité. Un enfant a besoin de nommer ses ascendants, de les définir. Et je rappelle cette belle phrase de Camus qui disait que ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ce qui veut dire que ce fameux droit à l'enfant, abrité derrière l'affection qu'on emporte, n'existe pas.
Aucun couple n'a droit à l'enfant, qu'il soit homo ou hétéro, au seul titre qu'il le désire. L'enfant est d'abord un objet, n'est pas un objet de droit, mais un sujet de droit. Et dans le débat actuel, moi je suis stupéfait de voir que l'enfant est totalement absent. Et que le droit pour celui-ci d'avoir une famille structurante en est totalement absent. Pourquoi je parle de ceci? Parce que depuis 42 ans, je suis confronté, dans des couples hétéros ou dans des familles monoparentales, à ce problème de la recherche de l'origine. Par exemple, j'ai été frappé, en rencontrant des parents d'enfants qu'ils avaient adoptés, de voir que dans 50% de ce cas-là, les enfants avaient eu des problèmes psychiatriques, des tentatives de suicide, avaient fait des actes totalement délictueux, comme la recherche forcenée, le forçage des archives pour retrouver leurs parents parce qu'ils avaient accouché sous X. Donc les dégâts liés à l'adoption, même quand, comme on l'apprend aux gens, on annonce à l'enfant très tôt et de façon très tendre et très maternante ou paternante sa réelle origine, même dans ces cas-là, cette inquiétude des origines est tout à fait fondamentale chez ces enfants-là. On le voit très bien quand à 17 et 18 ans, ils fuguent, ils quittent leur milieu social ou ils font des tentatives de suicide. Et qu'est-ce que c'est que ce cycle, la quête des origines? Pourquoi la quête des origines? Pas forcément pour découvrir que son père naturel était un polytechnicien ou un criminel, ça n'a pas d'importance. C'est pour savoir pourquoi il avait été abandonné. En fin de compte, le problème de l'origine, c'est de savoir sa qualification au plan affectif. Est-ce que j'ai été l'objet d'un amour partagé? Est-ce qu'on m'a fait par choix? Est-ce qu'on m'a aimé? Et si on m'a abandonné, est-ce que je ne vaux rien? Je crois que le problème, il est là. Et quand vous ajoutez à la frustration, au désastre de l'abandon et de l'adoption parfois, une deuxième couche, c'est-à-dire l'absence de repères de filiation par l'adoption d'un couple, pour moi, c'est tout à fait la double peine. Enfin, bon, si j'ai bien compris, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'adoption, en fait, est à déconseiller dans tous les cas. Je dis ça. Par rapport à l'origine. Je dis simplement qu'être parent, c'est très très difficile, déjà en général. Hier soir, je citais cette phrase de Stendhal qui disait « Un enfant, c'est un créancier que la nature vous donne. C'est quelqu'un qui a des droits sur vous, vous n'avez aucun droit sur lui. Donc être père, c'est déjà extrêmement difficile. Adopter, c'est 2 fois plus difficile. Et je pense simplement que la loi introduit une couche supplémentaire de difficulté avec cette possibilité d'adoption pour des couples homo. Je ne critique pas les motivations, si vous voulez. Je ne critique pas ces gens en période. Je dis simplement qu'on prend un risque infini. Moi, j'ai passé 42 ans et je continue à le faire avec amour et dévouement, à gérer ce genre de risque. C'est difficile d'être parent. Quel risque précisément? Pardon? Quel risque précisément? Ah ben les risques, tout simplement, c'est que, en fait, être parent, c'est accepter d'avoir mis au monde un être différent, de lui donner absolument toutes ses chances. Je crois que dans cette loi, ce qu'on oublie quand même, c'est qu'on se fonde sur la différenciation. Or, actuellement, cette loi me semble retourner complètement vers l'indifférencié, vers le totalitaire. Et ça me gêne terriblement. Concernant le fait d'élever des enfants et de prendre des risques, tout à l'heure j'ai cité ceux qui sont inhérents à l'adoption. Je pense que mon expérience de 42 ans m'a montré un grand nombre d'enfants qui vivaient relativement mal, et même très mal, et leurs parents adoptant de la même manière leur origine, leur filiation, si clairement qu'elle leur était exposée. Donc je crois que c'est assez dur comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors sur la différenciation...